Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour prendre du recul. Aller plus loin ce soir. Après les régionales, droite, gauche et Front National cherchent un nouvel élan. Le gouvernement face à l'urgence sociale, les Républicains face à leur ligne idéologique, le FN face à la malédiction du second tour. Le débat ce soir avec la porte-parole du PS, Juliette Méadel, le député Les Républicains, Thierry Solère et le secrétaire général du Front National, Nicolas B. Et maintenant, quel paysage politique pour les prochains mois en vue de 2017? Tous ont promis de retenir les leçons de ce scrutin régional. Mais comment cela peut-il se concrétiser dans les faits? Va-t-on assister à un grand chamboulement des partis et dans les partis? On en parle avec le politologue Laurent Bouvet, Guillaume Tabar du Figaro, Pierre Aski de Rue 89 et le sondeur Emmanuel Rivière. Enfin, l'entretien ce soir, mon invité est philosophe, historienne, Alexandra Leiney-Lavastine, fustige des élites coupées de la réalité, une France du politiquement correct qu'elle dénonce dans son livre La pensée égarée chez Grasset. L'entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci d'être en notre compagnie ce soir et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une ce soir. Cette carte de France teintée de bleu et de rose. Les Républicains remportent 7 régions, dont l'Île-de-France et la Normandie. Après la vague rose de 2010, la gauche doit cette fois se contenter de 5 régions. Pas de victoire pour le Front National. Malgré cet échec, le FN signe son record historique en nombre de suffrages. Au lendemain des élections, la droite met le cap sur 2017. La guerre entre rivaux à la primaire a repris de plus belle. Une nouvelle équipe dirigeante devrait être mise en place en janvier, sans Nathalie Kosciusko-Morizet qui hier critiquait la stratégie du nini de Nicolas Sarkozy. Les détails avec Quentin Calmet et Oriane Mancini. Dès janvier, Nathalie Kosciusko-Morizet, actuelle numéro 2, n'appartiendra plus à la direction du parti. En cause, son opposition à la ligne ni retrait ni fusion aux élections régionales. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je pense que le parti se renforce en débattant. Et c'est justement de débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. En tout cas, moi je suis très claire, je n'échange pas mes convictions contre une place. Des débats ouverts sur la ligne politique du parti qui doit être discuté les 13 et 14 février à l'occasion d'un conseil national. Depuis ce matin, c'est aussi le bal de la primaire qui s'est ouvert. Bruno Le Maire entend incarner le renouveau quand Hervé Mariton plaide pour les valeurs de la famille. Reste à trancher la date de ces élections internes au parti. Pour les sarkozystes, il faut avancer l'échéance, une proposition rejetée par François Fillon et Alain Juppé. A priori, il n'y a pas de consensus, donc je pense qu'on restera sur le calendrier, mais on en a effectivement débattu. Un calendrier de la primaire crucial pour maintenir l'entente entre tous les prétendants, avec peut-être ce soir également une nouvelle candidate. Et puis il l'a confié à nos confrères de France 2, Xavier Bertrand, lui, ne sera pas candidat à la primaire de la droite. Une décision irrévocable pour le nouveau président du Nord-Pas-de-Calais Picardie. Il a décidé de se consacrer pleinement à sa région. Côté socialiste aussi, on réfléchit aux nouvelles stratégies à mettre en œuvre. 2 lignes s'opposent. Infection de la politique gouvernementale demandée par Martine Aubry, la maire de Lille. Pour Didier Guillaume, il faut garder le cap. On les écoute au micro d'Oriane Mancini et Quentin Calmet. Cela fait des mois que nous demandons des inflexions de la politique économique. C'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès. Et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique, car c'est bien d'avoir établi la compétitivité des entreprises, mais une inflexion. Non, je ne dirais pas le mot inflexion, parce qu'infléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant c'était pas bon, qu'on fera mieux demain. C'est pas ça le sujet. La politique du gouvernement va dans le bon sens. Il faut que nous ayons un discours qui soit compréhensible pour tous les Français, pour toutes les Françaises et tous les Français sur la politique du gouvernement. Beaucoup de mesures ont été prises qui sont peut-être pas assez comprises. Et maintenant, nous allons devoir réfléchir sur le calendrier de l'année qui vient pour faire en sorte que des mesures symboliques soient prises à destination de tous les Français. En Bretagne, le grand vainqueur devra compter sur son équipe pour diriger la région. Jean-Yves Le Drian va cumuler son poste de ministre de la Défense et de président de région. Je ne serai pas ministre de la Défense à mi-temps, a-t-il dit. Je serai ministre de la Défense dans la plénitude de mes fonctions. Fin de citation.
Du côté du Front National, les ténors du parti se sont réunis en bureau politique à Nanterre. L'occasion de faire les comptes de ces régionales et de se projeter vers l'avenir. Jérôme Rabier. Aucune région remportée, mais un record de voix à la clé. Voici le bilan en demi-teinte du Front National. 6 800 000 électeurs ont voté pour le parti frontiste, mieux que lors de la dernière élection présidentielle. Il n'y a donc aucune raison de changer de stratégie. Je crois que la stratégie elle est bonne puisque M. Hollande nous l'a emprunté au Congrès, tout le monde l'a reconnu. Je crois que de ce point de vue-là, il y a consensus. Donc ce qu'on dit est toujours conforme au diagnostic qu'il faut poser. Mais il faut qu'on explique aux gens qu'ils arrêtent de se laisser embarquer d'abord dans ces compromissions électorales. Après 3 heures de bureau politique, les ténors du parti retournent dans leur fief. Et pour ceux qui s'expriment, une nouvelle étape doit suivre. Créer partout sur le territoire un maillage territorial qui permettra demain de montrer le vrai visage du FN, parce que nous avons été caricaturés pendant trop longtemps, et le fait d'avoir des gens, des candidats locaux qui se présentent, qui sont connus des habitants, permet aussi de montrer qui nous sommes réellement. Miser sur l'implantation locale, fort de ses 358 conseillers régionaux, voilà le nouveau défi du parti, avec comme objectif de faire encore mieux en 2017. Du bleu, du rose, vous l'avez vu, une nouvelle carte des régions est née hier soir. Quels sont ces nouveaux rapports de force politique? Débat avec vos invités, Sonia. Oui, c'est un nouveau rapport de force politique dans notre pays. Et après, quelles conséquences, quels changements pour les Français qui, de scrutin en scrutin, lancent des avertissements et pour certains même des signaux de détresse? Qu'ont vraiment compris les responsables politiques de droite, de gauche, au Front National? Le gouvernement fait face à l'urgence sociale, les Républicains font face à leur ligne idéologique, le Front National fait face à la malédiction du second tour. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute le Premier ministre Manuel Valls. Il était l'invité ce soir du 20h de France 2. Travaillons ensemble. Il y aura toujours des différences, mais sur l'essentiel, et c'est ce que nous incarnons, une République forte, une République qui incarne l'autorité, c'est le chef de l'État qui l'incarne dans cette guerre que nous menons contre le terrorisme. Nous voulons protéger les Français, mais aussi, David Pujadas, une République bienveillante, généreuse, qui rassemble. C'est aussi ça ce que je constate dans le pays. Trop de divisions, trop de rejets, parfois de la haine. Il nous appartient, par l'écoute, par d'autres pratiques politiques, en travaillant ensemble quand c'est possible, d'avancer. Et mon gouvernement, sous l'autorité du président de la République, est totalement mobilisé pour cela. Urgence pour lutter contre le terrorisme, urgence pour lutter contre le chômage. Et nos invités ce soir, Thierry Solaire, bonsoir et bienvenue, député Les Républicains en charge de la primaire de 2016. Nous accompagne également Juliette Méadel, bonsoir, porte-parole du Parti Socialiste, et Nicolas B, bienvenue, bonsoir, secrétaire général du Front National. Vous étiez à tête de liste en Normandie. Alors madame, messieurs, il y a encore ce soir, on l'a entendu avec Manuel Valls, des discours de gravité. Il n'y a pas de vainqueur à ces élections régionales, dit-on. Qu'est-ce que plus personnellement, chacun de vous a retenu comme leçon pour vos partis respectifs? Thierry Solaire. 3 leçons. Première leçon, un échec de la gauche. Depuis 4 ans, bientôt que François Hollande est là, tout augmente. Les impôts, le chômage et le Front National. Deuxième, et donc le Parti Socialiste a été très lourdement sanctionné. Pour vous donner un chiffre, en métropole, il y avait 1000 conseillers régionaux au PS. En 2010, il n'y en a plus que 500, divisé par 2. Heureusement que j'ai posé la question pour vos partis respectifs. Je vous dis les 3. Commencer par les autres. Le Front National. Le Front National, il augmente énormément. Et moi, j'entends ce signal-là, et je ne veux pas qu'on gomme par le résultat du second tour, qui est contrasté. Très bon en Ile-de-France, avec la victoire de Valérie Pécresse, bien sûr, qui est un grand symbole dans la région capitale. La réalité que dans de nombreuses régions, les Français ont voté pour le Front National à plus de 40%. Pour nous, les Républicains, 2 leçons. Une leçon de forme et une leçon de fond. On devra, pour l'élection présidentielle, être rassemblés avec nos partenaires du centre plus que jamais. Et donc ça, c'est la primaire, qui aura lieu en 2016. Et sur le fond, on doit, dans un pays qui connaît 40 000 chômeurs de plus le mois dernier, où l'état de droit recule partout, apporter en 2017 des réponses concrètes, crédibles, qui ont été prises dans quasiment tous les pays européens pour réparer la situation, tant sur le plan de la fiscalité, du pouvoir d'achat, que sur le plan de l'État régalien, c'est-à-dire en gros remettre des moyens là où les Français attendent l'État, c'est-à-dire la justice, la sécurité, Même la question, défense. et on va en parler en détail. Juliette Méadel. Pour le Parti socialiste, le premier tour était décevant. Le second tour n'a pas été la Bérésina annoncée. Donc ça n'est pas si mal, mais c'est loin d'être un triomphe. Et on ne peut pas se satisfaire d'une situation où effectivement le Front National a progressé. Il faut le dire et le reconnaître. Mais pour le Front National, et heureusement, les Français
ont choisi de ne pas donner le pouvoir au Front National. Et ils ont choisi de ne pas donner le pouvoir au Front National car ils ont compris que c'était un parti qui n'avait pas de proposition et que c'était un parti qui reposait sur un certain nombre de mensonges. S'agissant de la droite, 2 mots. Moi, j'étais un peu surprise parce qu'au fond, la droite, qui est assez, on va dire, tonitruante, un peu sûre d'elle, a gagné sur ces 7 régions. Eh bien, il y en a 3 qu'elle a quand même gagné grâce aux voix de gauche. J'ai trouvé Xavier Bertrand assez juste quand il a rendu hommage à ces électeurs de gauche qui lui ont permis d'être élus. Donc, côté de la droite, je dirais un peu plus d'humilité ne vous ferait pas de mal. Même question, on clôture ce tour de table, Nicolas Bay. Oui, je souris en écoutant Juliette Méadel parce que Alors, les candidats du Front National, aussi, hein, voilà. les candidats du Front National ont mené campagne en faisant des propositions très précises sur l'ensemble des domaines de compétences des régions. Et pendant ce temps-là, on avait un parti socialiste qui a fait un hors-sujet total, le Premier ministre se transformant en directeur de campagne et consacrant tout son temps et son énergie à combattre le Front National. Alors que son boulot, c'est de combattre le chômage, de combattre la pauvreté qui touche 9 millions de personnes en France, de combattre l'immigration massive, de combattre l'islamisme radical. Ce que nous avons retenu, c'est une nouvelle progression du Front National, une nouvelle victoire d'étape du Front National. Certes, nous n'avons pas gagné de région, mais ça n'est pas un échec dans la mesure où nous n'étions pas sortants. Nous ne dirigeons jusqu'à présent aucun exécutif régional. Le Front National passe de 117 conseillers régionaux à 358 conseillers régionaux et nous connaissons une croissance continue, 24% aux européennes, 26% aux départementales il y a quelques mois, 28% aux élections régionales. On voit que les Français sont toujours plus nombreux à se tourner vers nous, avec d'un côté un parti socialiste. Oui, nous sommes évidemment satisfaits. C'est une étape importante de progression, de développement territorial du Front National. Dans chacune des 13 régions, il y aura désormais un groupe d'élus Front National très important. Et surtout, la signification profonde de ce vote, c'est contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est plus du tout un vote de protestation, c'est un vote d'adhésion sur un projet. C'est ce qui manque singulièrement aussi bien à la gauche qu'à la droite. Si on vous entend bien pour ce premier tour de table, la droite, il y a encore quand même beaucoup de défis, mais ce n'est pas si mal. La gauche a sauvé les meubles et le Front National se satisfait de ses résultats. Quand on a entendu ça, Thierry Solaire, comment ne pas donner le sentiment que vous n'enjambez pas tous autant que vous êtes, ce scrutin qui a eu lieu, que vous ne retenez pas ce qui s'est passé le 6 et le 13. Pardon, mais je pense que Nicolas Bay a raison de dire ce qu'il vient de dire. C'est un succès pour le Front National, bien sûr. Une augmentation importante des voix. Je ne m'en réjouis pas du tout. Pardon, Juliette Méadel, je vous trouve que vous ne vous rendez même pas compte que dans cette grande région PACA, il n'y a que 14% des gens qui ont voté pour le parti du président de la République. Que dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, terre de gauche, s'il en est. Thierry Solaire, on a bien compris que votre adversaire principal, c'est le Parti Socialiste, mais moi j'aimerais que vous vous concentriez l'occasion de répondre. Ne vous battez pas, vous avez fait candidat commun et cause commune pour ces élections régionales. Arrêtez avec ça, c'est faux. Bah si, puisqu'on a Xavier Bertrand et Christian Estrosi qui sont en réalité 2 présidents UMPS de 2 régions. C'est ça la réalité. Et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé d'empêcher le Front National de gagner. La réponse de Thierry. Nicolas Bay, vous ne pouvez pas enlever quelque chose à la droite. Nous, on est constant depuis des années avec la position du nini. C'est-à-dire que nous, on se présente sur nos couleurs. Attendez, on se présente sous nos couleurs. Voilà, allez-y. Je vous interromprai pas après, j'ai promis. Nous, on se présente sous nos couleurs, et quand on est présent au second tour, on se maintient. On n'est pas là pour favoriser le PS par rapport... On considère que si on n'a pas été retenu, c'est aux électeurs de choisir. Le Parti Socialiste, pardon, vous vous rendez compte? Ils ont eu 3 positions. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ils ont dit à leurs électeurs au second tour, votez pour la droite. Quand ils sont en triangulaire, ils disent votez pour les candidats de gauche. Et dans l'Est, alors qu'il y a un candidat de gauche parce qu'ils l'ont viré, parce qu'ils ne respectaient pas le BP, ils disent votez aussi quand candidat de droite. Enfin écoutez, franchement, et puis le discours qu'on vient d'entendre de Manuel Valls. Qu'est-ce que vous lui reprochez? 40 000 chômeurs de plus. Il est là au gouvernement depuis maintenant 3 ans et demi. Il n'y a aucun résultat pour le gouvernement. Ça, c'est important. Voilà. Et si la seule réponse, c'est que ça ne va pas si mal, alors qu'ils sont en voie de disparition dans de nombreuses régions. Et c'est d'ailleurs les seuls endroits où ils disent qu'il faut voter pour la droite pour faire barrer la route au Front National. Comme si d'ailleurs, en Nord-Pas-de-Calais et en PACA, les gens attendaient de Manuel Valls une consigne pour savoir quoi faire. Les électeurs qui n'ont pas voté pour eux, vous allez répondre à Thierry Solaire. Ils n'ont pas besoin de consigne. Et vous allez nous dire une question pour vous ce soir. On a entendu Manuel Valls avec beaucoup d'attention parler de formation, d'apprentissage, et on peut être que tous d'accord. Et j'imagine que les présidents de région des autres partis vont être d'accord. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Que n'avez-vous pas fait avant? Ce qui est annoncé là est le fruit d'un travail qui a été lancé il y a plusieurs mois. Il y a d'abord eu une conférence sociale qui a été préparée, ça a commencé cet été. Et un projet qui s'appelle, je suis désolée d'être un peu technique, mais le compte personnel d'activité, qui est la résultante directe de la réforme de la formation professionnelle qui a été engagée l'année dernière. De quoi on s'est aperçu? On s'est aperçu que le problème du marché du travail, c'est que les salariés, c'est que ceux qui nous regardent, que ceux qui sont au chômage n'ont pas les formations professionnelles adaptées et au marché du travail et aux attentes des employeurs. Donc nous sommes le premier gouvernement qui a commencé, et Dieu sait si c'est difficile,
à discuter avec les syndicats, avec les partenaires sociaux pour dire voilà, il faut que chacun dans notre pays puisse être accompagné, puisse évoluer et puisse trouver un débouché pour avoir un emploi. Donc la réforme a été lancée par Michel Sapin. Elle se poursuit aujourd'hui. Le compte 16 mois personnel de de formation va se transformer en compte personnel d'activité. Mais voyez-vous, les réformes du marché du travail, ça ne s'engage pas en un claquement de doigts. Et moi, je ne veux pas faire du comparatif gauche-droite, mais quand même, puisque vous nous attaquez. Mais oui, mais vous n'avez absolument... Thierry Solère, votre Nicolas Sarkozy, n'a rien engagé sur le terrain de la formation professionnelle. Il a méprisé les syndicats. C'est amusant de voir le Parti socialiste qui aujourd'hui découvre l'apprentissage. Il n'a rien engagé. Il n'a rien engagé toujours sur méprisé le terrain l'apprentissage du marché du travail. Quant à vous, j'ai lu attentivement le programme du Front National en région Île-de-France. Et dans ce programme, il est indiqué, je vous cite, que vous allez mettre tous vos efforts et concentrer tous vos efforts pour orienter tous les jeunes vers l'apprentissage. C'est une aberration totale. Il est bien évident que la jeunesse, de France ne peut pas être engagée toute vers l'apprentissage. Ça fait quand même sourire de voir le Parti socialiste découvrir que l'apprentissage est une filière créatrice d'emploi où il y a des vraies perspectives. Vous avez toujours méprisé l'apprentissage en poussant au contraire dans des filières sans déboucher les jeunes, avec les fameuses grandes théories sur 80% d'une classe d'âge au bac, etc. Depuis longtemps. Oui, enfin, on voit, d'accord, mais vous faites votre petit virage à 180 degrés dans ce domaine. Moi, je crois que c'est pas très crédible. Le Parti socialiste, après l'échec des municipales, après l'échec des européennes, après l'échec des départementales et maintenant au lendemain des régionales, nous fait à chaque fois des annonces tonitruantes et depuis 3 ans et demi, le chômage augmente, la pauvreté augmente, la situation est catastrophique, l'austérité vous l'imposez aux Français, la fiscalité est confiscatoire. On va pas faire le débat sur la situation économique, mais ça m'inspire une question, Thierry Solère, justement. Comment ça se fait par rapport à ce paysage, alors il est très assombri là par Nicolas Bay, mais quand même les chiffres du chômage, la situation économique et sociale, comment ça se fait que vous n'en profitez pas entre guillemets, davantage pour que la droite s'impose? Parce qu'il y a beaucoup de défiance. C'est l'introspection de votre parti. Je l'aperçois clairement. La droite, elle a gouverné pendant 10 ans dans la période récente. Et elle n'a pas tout réussi. Mais, pardon de vous dire, Sonia Mabrouk, moi j'ai 44 ans, je suis député depuis 3 ans. Ce qui m'importe, c'est pas de faire une thèse sur ce qu'aurait échoué, sur ce quoi aurait échoué ou ce quoi aurait réussi la droite depuis 20 ans dans notre pays quand elle a gouverné. On peut regarder l'histoire de nos familles politiques. Le Front National devrait regarder la sienne d'ailleurs. C'est intéressant. Parfois. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'en 2017, la droite, elle sera au rendez-vous des 4-5 ans de réformes dont la France a besoin que tous les grands pays européens ont mis en œuvre. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est à 16 mois, c'est pas très loin, est-ce qu'elle est prête? On s'est outillé pour choisir celle ou celui qui portera cela. Et celui qui sera désigné, il ne le sera pas par un bureau politique et par quelques adhérents, il sera par des millions de Français qui pourront bien voter à l'occasion de la primaire. Et c'est ça qui va permettre de nous sortir de cette C'est très bien, de ne pas vouloir faire d'introspection. Les régionales, elles ont montré une chose. Quelles sont vos propositions? C'est qu'à chaque fois quand la gauche est au pouvoir, dans les régions depuis 17 ans en Ile-de-France, l'alternance crédible, c'est à la droite. À condition qu'on ait des gens qui portent vraiment un message. Il y a beaucoup de sites, Thierry Solère. Juliette Méadel vous pose d'ailleurs la question, quel corpus idéologique, quel programme aujourd'hui? Je suis désespérée par ça, parce que moi j'aimerais bien avoir un débat sur le fond. En fait, avec vous, j'aimerais bien parler du fond, ça m'intéresse. Fiscalité. Toutes les fiscalités. La fiscalité du travail, la fiscalité du capital. Pas les propositions de Thierry Solère, les propositions des Républicains. La catégorie de l'UMP pour là, il répond son nom. C'est une question, je peux vous répondre. La fiscalité. Qu'on soit dans la moyenne de l'Europe de l'Ouest, on ne peut pas avoir de l'emploi. Mais pourquoi Nicolas Sarkozy a créé 60 taxes et impôts Jean-Marie Le Pen a dit que les francs magasins... Oui, mais excusez-moi, mais le Front National, il n'a pas de responsabilité dans la situation de la France. Nicolas Sarkozy, il a dirigé le pays avec votre parti jusqu'en 2012. C'est-à-dire jusqu'à il y a 3 ans et demi. On n'a pas tout réussi. Non mais d'accord, vous pouvez pas dire... Non mais excusez-moi, tout n'a pas été... Vous pouvez pas dire décemment aux Français, on va baisser la fiscalité, alors que Nicolas Sarkozy a créé 60 taxes et impôts supplémentaires pendant son quinquennat. C'est indécent. Mais alors vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas raciste alors que vous avez eu un président d'honneur raciste pendant 30 ans. Mais vous voyez, c'est aussi... Mais répondez sur la fiscalité. Non mais c'est pareil. Je veux dire, je vous l'ai dit, la droite n'a pas tout bien réussi. Moi, ce qui m'importe, vous êtes un jeune responsable. La droite n'a pas de projet. Non, tous contre la droite. Est-ce que vous reconnaissez la droite n'a pas lamentablement échoué sur la fiscalité? Mais bien sûr, moi je pense qu'on n'a pas fait les grandes réformes qu'il fallait faire. Juliette Méadel, peut-être que vous reconnaissez le même mea culpa fiscal. Attendez, je voudrais juste qu'on arrive jusqu'au bout.
heure de vérité, juste une chose, moi, je n'ai entendu pour l'instant aucun projet structuré de la part de l'opposition. J'allais continuer si vous voulez, je vous dis Et la contre. Hein. vous dites, Réforme. vous faites votre mea culpa sur la fiscalité, vous avez raison. Vous devriez aussi le faire sur la réforme du marché du travail. Vous devriez aussi le faire sur la question des rapports avec les partenaires sociaux. devriez Et le faire en un ensemble mot, sur l'Union commençant, européenne aussi. vous devriez aussi le faire sur le chômage. Donc je dis simplement que c'est pas mal parfois de faire un peu d'introspection Mais c'est bien. parce que ça permet d'avancer. Mais vous avez remarqué Moi, que vous êtes depuis au pouvoir tout en à ce moment. l'heure, Que c'est pas le moment de vous faire depuis des que je introspections, vous c'est le moment écoute, d'agir, hein, Juliette depuis que Mayel. je vous écoute, Parce que dans 15 nous- mois, c'est fini. Nous avons, c'est pas en me coupant que vous aurez raison davantage. Non, mais c'est Depuis pour que je faire vous comprendre. écoute et depuis que nous sommes, nous, au pouvoir, nous avons engagé toute une série de réformes. En 3 ans, 10 fois plus de réformes que ce que vous Juliette avez Mayel, fait. 40 000 chômeurs le mois dernier. Reconnaissez est-ce que je qu'il peux y a quand juste même terminer peut-être pas un retard à la lumière, Ce finalement, mois-ci, de Europe. résultats. Ce mois-ci, le chômage a remonté et c'est dramatique. À chaque Mais fois, ça fait mais 700 000 chaque chômeurs mois de plus. d'élection, Depuis à chaque mois 2012, Mais vous d'élection. n'êtes pas crédible, franchement. de sérieusement. 2012 C'est pas ça, vous savez que ça- de 2012 jusqu'à 2015, constamment le déficit public a diminué. De 2012 à 2015, Mais c'est constamment la croissance a Nous augmenté. sommes en 2015. Je Parlons voudrais, de l'avenir. oui, des gens. je Voilà, voudrais s'il vous simplement plaît. dire qu'il reste tout à faire sur le chômage. Le Premier ministre l'a dit, c'est véritablement des réformes en matière de droit du travail qui vont être Est-ce annoncées. que- De toute façon, on est Il faut rassurés parce que François Hollande ne se tout présentera pas si le chômage miser. n'a pas Juliette baissé. Mayel, sincèrement, il vous reste 16 mois. 16 mois. Nous sommes en campagne permanente. Est-ce que vous allez maintenant engager ces réformes Les structurelles? réformes ont été engagées et ont déjà commencé à Vous être annoncez engagées il y a déjà d'autres thèmes. 3 ans. Vous avez remarqué que nous avons attaqué sur tous les fronts pour le chômage. Nous avons attaqué sur le front d'abord de la Pourquoi on est le seul confiance. pays d'Europe alors Nous avons qu'ils vous attaqué savez sur pas le front du pacte de responsabilité en augmentant les marges bénéficiaires des entreprises grâce aux 40 milliards du pacte de responsabilité. Et vous nous attendez avons ces retouché résultats qui ne viennent la pas pour le formation moment, professionnelle. Nous malheureusement. avons retouché le droit du travail et nous allons Bon, ils ont tout encore... bien fait, mais ça marche pas. quoi. Et nous allons encore C'est le pas de leur retoucher. faute. Nous n'avons pas fini. Nous Allez, irons Un mot- jusqu'au un- bout un pour mot avoir sur des les chiffres résultats. du chômage. Vous nous dites, le chômage a baissé ce mois-ci. Vous nous aviez fait le même coup en février. Comme par hasard, chaque fois, c'est le mois des Non, élections. j'ai En pas dit réalité, sur ce mois-ci. c'est un bidouillage grossier des chiffres. Mais On non. procède à des radiations administratives Mais c'est massives. faux. Bien sûr que Je si. peux pas vous Voilà, laisser dire bien sûr des que le si. calcul mensonges. qui a changé. Bien sûr que si. Mais On change c'est les des règles de mensonges. calcul, on ne compte pas vous dites nos, ça chaque nos fois. compatriotes je crois qu'on est d'outre-mer tous dans les d'accord pour chiffres dire du qu'il y a un chômage. chômage de masse en Le Afrique. chômage, il On n'est continue. pas à dire qu'il y a des Il trafics. Continue chaque mois La d'augmenter. question, c'est qu'est-ce que vous pouvez Mais faire? qu'est-ce qu'il faut faire Et Eh vous, bien, qu'est-ce que très vous rapidement, proposez il faut protéger à nouveau notre économie. Il faut alléger la fiscalité sur les entreprises, alléger la fiscalité sur les ménages pour donner du pouvoir d'achat, baisser les charges Comment sociales. vous faites pour Et- financer l'augmentation de la Eh bien, dépense de 5 alors, points de PIB mais que vous avez alors, prévu non, mais dans ça, votre c'est une projet? très bonne question, Juliette Méadel, parce que vous ne savez pas faire au Parti Socialiste la moindre économie. Vous savez uniquement augmenter Alors, comment les vous dépenses la faites, publiques. hein, puisque Alors, vous avez l'air l'immigration, d'être expert. 50 milliards d'euros. La fraude sociale, 20 milliards L'immigration, d'euros. mais d'où l'immigration, Oui, c'est bien faire des sûr. économies. Bien sûr Mais que, vous avez écoutez, sorti ça bon, de votre écoutez, chapeau. l'ancien président du Conseil économique de l'OTAN a fait une étude extrêmement pointue qu'il évaluait même à 70 milliards. La fraude sociale, Vous 20 avez dit milliards millions, d'euros. maintenant, c'est Attendez. milliards. Non, non. Attendez. 20 milliards d'euros, bien On sûr. dit assez souvent qu'on milliards n'entend pas le d'euros. programme du Front National quand il le La déroule. fraude sociale, Entendons-le. 20 milliards d'euros. La politique de la ville, des dizaines de milliards d'euros en pure perte. Ça fait des décennies que vous déversez de l'argent à tort et à travers. Vous subventionnez du copinage, des associations inefficaces, etc. Là, il y a de l'argent à récupérer. Là, il y a de l'argent Vous savez public. ce que vous avez fait Voilà. dans les villes que vous avez gagnées là, Eh bien, récemment? nous on avons fait ce que comptait les ailleurs. électeurs attendaient Vous savez et ils ce ont que vous voté à avez fait? 60% Je pour voudrais le Front simplement National. que nos téléspectateurs le sachent. Vous avez supprimé pour les tout petits revenus, pour les personnes qui sont au RSA, C'est faux. vous avez... C'est Mais faux. laissez-moi finir. Oui, je sais ce que Laissez-moi vous allez dire, finir. mais c'est faux. Vous avez supprimé le droit d'accès gratuit à la cantine pour les enfants de ceux qui bénéficient du RSA. Vous savez très bien que la gratuité allez, absolue. Vous répondez là-dessus. Vous avez et on va passer supprimé- à autre Oui, je vous chose. réponds Baisser là-dessus. les subventions La des gratuité centres sociaux. totale, ça génère évidemment la fraude, ça fait partie de la déresponsabilisation qui caractérise le Parti Et Socialiste. la question, Dans les villes pardonnez-moi, nationales, on a Thierry baissé Solaire, les impôts et on a Thierry maintenu Solaire, les investissements. la Que question vous ce n'êtes pas soir, capable de faire. c'est quel contrat faut-il passer avec les Français maintenant? On a entendu Jean-Pierre Raffarin, sénateur, ancien Premier ministre, évoquer l'idée de plateforme commune entre droite et gauche contre l'adversaire commun, dit-il, le Front National. Qu'en pensez-vous? Ah non, moi, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Vous C'est répétez bien, la... c'est Attendez, Monsieur attendez, Solaire. vous répétez Et la justement, phrase. vous allez être rassuré. Je sais pas du tout ma tasse de thé, moi, l'UMPS. Et Faut d'ailleurs, vous y on a... faire, hein, ben, parce que c'est justement, votre famille politique. eh ben, notez bien, au bureau politique, 67 votes, 65 personnes pour le Nini. Et personne ne veut l'UMPS. La droite et la gauche, c'est pas la même chose. Et nous, ce que je veux, moi, c'est une droite qui arrête de parler de Saline toute la journée, qui fasse enfin les 5-6 grandes réformes que les Français attendent. Et l'enjeu de 2017,
c'est de trouver l'homme ou la femme providentielle qui portera ça. C'est ça le sujet. Et c'est pas moi qui vais décider. Alors plus précisément, comment vous traduisez, on va l'appeler le Front républicain, dans les faits, comment tenir compte quand même des voix de gauche qui ont permis la victoire, et c'est un fait de Xavier Bertrand et Christian Estrosi. Est-ce que localement, sur le plan régional, vous admettez ces plateformes communes? Non, parce que moi d'abord je l'ai dit, je pense que c'est pas bien. Il n'y a aucune possibilité de travailler en commun? Mais si, bien sûr que si. Dans l'opposition, la majorité, si les institutions sont bien faites. Nous, en Languedoc-Roussillon, on a été 3e, on s'est maintenu, on savait bien qu'on n'allait pas gagner, on est dans l'opposition régionale, la région a été gagnée par la gauche, bah, écoutez, très bien, les électeurs l'ont voulu ainsi. Non, voilà. Moi, ce que je veux, je considère vraiment, c'est qu'on ne lutte pas contre le Front National par des incantations, par des tambouillages d'appareils, on lutte contre le Front National ou contre l'abstention, par des résultats. Mais et quand vous avez 40 000 chômeurs tous les mois de plus, vous ne pouvez pas avoir en France autre chose que des gens qui se désespèrent, qui ne votent pas ou qui votent pour les extrêmes. Prenons le chômage. Quand on veut lutter efficacement, il y a des moments où il faut se mettre d'accord sur certains sujets. Et moi, je crois que loin du sectarisme dont vous faites preuve, je crois que la vie politique est en train de crever de ces espèces d'oppositions stériles que vous entretenez à dessein entre la gauche qui doit être toujours opposée à la droite. Mais sur des causes nationales, prenez par exemple la question de la lutte contre le terrorisme. Prenez la question de l'union nationale qui a eu lieu au lendemain des attentats. Mais nous avons été capables de nous retrouver là-dessus. Nous avons été capables, ensemble, de dire qu'au moment où nous devons... Excusez-moi, mais l'Union nationale... Nicolas Bay, mais même sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, vous vous êtes tous retrouvés avec des propositions communes. Ça, reconnaissez-le. Bien sûr, mais nous avons salué un certain nombre d'inflexions. Quand François Hollande a fait un certain nombre d'annonces qui correspondaient à nos propositions, on l'a salué. C'est vraiment toujours le concours de qui aura dit raison sur les autres. Excusez-moi, mais l'Union nationale, c'est l'union des Français contre l'islamisme radical et le terrorisme que ça génère. Juste tous les deux, vous pouvez pas penser à l'intérêt des Français. C'est pas ça, c'est que l'Union nationale, ça n'est pas au garde à vous derrière François Hollande et Manuel Valls qui ont mis la France dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Mais ça n'est ni au garde à vous derrière votre parti, ni le vôtre. Non, c'est simplement l'unité des Français contre l'islamisme radical. Attendez, Thierry Solaire, il va conclure, s'il vous plaît. Sur le terrorisme, l'Union nationale, c'est l'Union nationale des Français. Tout le monde est uni derrière les gouvernements et les institutions pour qu'on règle le problème. L'Union nationale, c'est pas de trouver que François Hollande fait bien des mesures que, soit d'ailleurs le Front national, soit nous-mêmes, nous réclamons depuis des mois et des mois, mesures auxquelles on nous a répondu non, on n'en veut pas, et on arrive au lendemain des attentats des 130 en disant, bah, vous savez quoi, on a une idée. Maintenant, on va faire ça, on va faire la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ah bah oui, c'est sûr qu'on attend d'avoir 130 morts pour faire, alors qu'on a un Premier ministre qui nous annonce une question, ce que vous dites est indigne. Ce que vous dites est indigne. Ce qui est indigne, c'est de ne pas faire le travail. Je préfère mettre ça sur le compte de la Il ne fallait pas supprimer des dizaines de milliers de postes dans l'armée, dans la police et dans la douane. Madame, messieurs, puisque vous parlez de dignité, peut-être une conclusion qui va vous mettre d'accord. S'il y avait vraiment un parti qui a gagné hier, c'est celui des Français, non, Thierry Solaire. Ils se sont mobilisés en masse. Alors ils ont fait, il est vrai, barrage au Front National, ça peut être bien ou pas bien, mais ils sont venus, etc. C'est ça qu'il faut peut-être retenir le plus important. Bien sûr, heureusement. Et ça vous oblige tous. On est dans une démocratie vivante. C'est les résultats de second tour qui sont bons pour les Républicains. On a gagné vraiment cette élection. Vous avez 64% des Français qui ont un président aujourd'hui républicain dans leur région. Donc c'est indéniable. Le Front National augmente beaucoup. C'est une inquiétude parce que la France va mal, parce que des grandes décisions n'ont pas été prises. Et la gauche est dans les incantations comme à chaque fois. Et elle ne se rend pas compte qu'elle a plus de 15 mois pour faire. Moi, j'attendrai de François Hollande qu'il arrête de penser au présidentiel et qu'il utilise ces 15 mois pour faire quelque chose. Mais retenons cette participation pour terminer, peut-être, Nicolas Bay. Simplement 800 000 électeurs supplémentaires du Front National. Donc ceux-là, au moins, ils ne se sont pas engagés contre le Front National. Et je note quand même l'attitude très anti-républicaine de Manuel Valls qui a caractérisé ce scrutin régional. On a volé aux Français le débat sur les régionales avec un Premier ministre qui a joué sur les peurs, qui a utilisé ce scrutin à des intérêts politiciens. Juliette Moi, je crois que cet élan de participation est une excellente nouvelle et je crois que la gravité du moment fait que les Français ont besoin d'une classe politique à la hauteur et qui ne soit pas systématiquement en train de se chamailler. Et moi, je dis que sur quelques sujets clés, c'est bienvenu à la fin de ce débat. Ça aurait été mieux au début, mais c'est bienvenu maintenant. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous la suite de votre émission. Et l'une des compétences de ces régions, c'est le développement économique. Alors, que peuvent réellement les présidents de région, de droite, de gauche, dans ce domaine? C'est l'édito ce soir. De nouveaux présidents de région vont donc s'installer à la tête des 13 régions de France. Et dans leur escarcelle, il y a le développement économique. Bonsoir Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut changer concrètement, localement, avec l'arrivée de ces présidents de région sur le plan économique local? Alors la région, en théorie, dans les textes, a l'exclusivité du développement économique. Elle est même la seule collectivité territoriale à pouvoir distribuer des subventions, pour peu que, évidemment,
ce soit en accord avec les règles européennes, la seule à le faire pour les entreprises. Mais derrière un petit peu ce cadrage assez pompeux, je peux dire, la réalité vaut de dire que sur le plan strictement économique, les marges de manœuvre des régions sont relativement faibles. En réalité, par exemple, la marge fiscale de la région propre, elle est de l'ordre de 10% du budget de la région, donc ce qui est relativement peu. Et quand vous regardez les dépenses d'intervention des régions, avec 4 postes, vous avez pratiquement les 3/4 de la dépense régionale. Donc la marge d'intervention est faible. Donc ce qui fait que dans un premier temps, parce que ça risque fort à mon sens de changer dans les mois qui vont venir, dans un premier temps, le rôle du président de région, ce sera surtout un rôle politique, je dirais un rôle de chef d'orchestre. Parce qu'il va se retrouver devant des nouvelles collectivités territoriales et qui ont, elles, beaucoup plus de masse, beaucoup plus de responsabilités. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 13 régions, il y avait 7 présidents de région qui travailleront avec des maires de couleurs politiques différentes d'eux, des maires de capitale de ces mêmes régions. Comment M. Bertrand va travailler avec Mme Aubry, par exemple. Comment M. Wauquiez va travailler avec Colomb. Donc ça sera très intéressant. Et on pourrait suivre, Mme Delga va travailler avec Toulouse. Donc ça va être intéressant à suivre. Est-ce que ce processus de gestion des régions va se faire dans un consensus, c'est-à-dire entre des couleurs politiques différentes, parce qu'il faut faire les choses, ou bien ça va se faire dans la tension? Et je crois que ça va être la question qui va se poser dans ces prochains mois. Et est-ce que ces compétences sont destinées à s'élargir, Jean-Louis? Alors moi, je pense que ça va venir parce que qu'est-ce qui va se passer? D'abord, les présidents de région. Au début, avant, je dirais, c'était des personnalités locales importantes. Maintenant, c'est devenu des personnalités nationales. Ah oui. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes à la tête d'une région qui a 2-3 milliards d'euros de budget, qui fait 100-150 milliards, parfois même plus de 200 milliards de PIB. Quand vous parlez, vous êtes une véritable autorité nationale. Et quand ces gens vont dire, écoutez, par exemple, vous me demandez développement économique, il faut faire de l'emploi. Mais attendez, l'emploi, j'ai pas Pôle emploi dans mes attributions. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que M. Bertrand, aujourd'hui même, il a fait des projets sur l'emploi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez que je fasse l'emploi, moi, je dis à Bertrand, je veux faire 60 000 emplois d'ici à septembre. Il faut quand même que j'ai la compétence sur Pôle emploi pour ajuster. C'est peut-être l'une des pistes qui sera annoncée par l'exécutif. Alors, en tout cas, même Mme Pécresse, d'autres présidents de région ont mis l'accent sur cet aspect. Sur le plan fiscal, c'est pareil. Comme à 10%, il faut une redistribution de la pression fiscale en faveur des régions, étant donné que les dotations budgétaires nationales ne peuvent pas augmenter. Donc, on va assister peut-être avec ces réformes qui, au début, sont faites de briques et de broc et ni fait ni à faire. On va assister en avançant peut-être à ce que ces réformes vont en appeler d'autres, peut-être dans le consensus. Et nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault. Tout de suite, c'est les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Manuel Valls confirme de nouvelles mesures en faveur de l'emploi. Le gouvernement devrait annoncer notamment un plan massif de formation des chômeurs. On en saura plus courant janvier. Et c'est dans ce contexte que l'on a appris ce matin la hausse d'à peine 6 centimes d'euros l'heure du SMIC, une augmentation 0,6% en 2016, annonce de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Le SMIC mensuel atteindra donc un peu plus de 1 466 € brut. Il renonce à la primaire de droite et du centre. Ce soir, le futur président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand, dit vouloir se consacrer pleinement à son nouveau poste. On l'écoute, c'était tout à l'heure chez nos confrères de France 2. Vous faites de la politique, vous n'êtes pas un robot. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de me consacrer pleinement à la région. Je vais quitter mes fonctions de député de l'Aisne. Je vais quitter mes fonctions de maire de Saint-Quentin. Et pourtant, j'aime ma ville profondément. Et j'ai décidé aussi de ne pas être candidat à la primaire de la droite et du centre. Je ne me sens pas légitime. Je ne me sens pas légitime pour participer à cette primaire. Parce que j'ai été ministre et j'ai entendu le message pendant toute cette campagne. Vous aussi, vous avez été ministre. Qu'est-ce que vous avez fait? Et à partir du moment où, depuis ces 30 dernières années, la classe politique a failli, il y a bien une faillite collective, et où j'ai fait partie de cette classe politique. Aujourd'hui, je demande à être jugé sur ce que je vais faire à la tête de la région, en m'occupant des gens et en m'y consacrant à 100%. Dans l'actualité parlementaire, ce rejet au Sénat de la loi santé. Une question préalable a été votée par la majorité de droite, 188 voix pour, 155 contre. Une procédure qui entraîne automatiquement le rejet du texte. Les divergences persistent autour de plusieurs dispositions du texte, comme le paquet de cigarettes neutres et la généralisation du tiers payant.
Dans le contexte des régionales, un homme, lui, continue de surfer sur la bonne vague de la COP21. François Hollande s'est entretenu aujourd'hui avec le président américain Barack Obama et le chinois Xi Jinping. Barack Obama a remercié le chef d'État français pour cette conférence et salue un pas en avant essentiel et un message au monde très fort. On passe tout de suite au second débat de ce soir politique. Faut-il tout changer et réinventer un mode de fonctionnement? Élément de réponse, Sonia, avec vos invités. Oui, merci Paul. Et c'est la question ce soir. Quelles leçons vont vraiment retenir les partis dits classiques de ce scrutin des 6 et 13 décembre? Bien sûr, on a entendu beaucoup de gravité hier, de part et d'autre dans les déclarations. Mais une fois passé le coup de semonce, comment droite et gauche vont tenir compte de l'avertissement lancé, peut-être le dernier? Eh bien, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a lancé un pavé dans la mare en évoquant un travail commun de la droite et de la gauche. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais justement, on va écouter le sénateur et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Nous devons aujourd'hui réfléchir au nouveau clivage politique. Il y a des gens avec qui, à droite, je suis dans le même parti, mais qui sont, de mon point de vue, des patriotes de fermeture. Et qu'il y a des gens qui sont des patriotes d'ouverture et qui sont aujourd'hui au Parti socialiste. Je pense que le clivage aujourd'hui est artificiel et c'est parce que le clivage est artificiel que nous sommes dans une impasse, parce que nous constituons des majorités impuissantes. Que veulent les Français? Qu'on gouverne. Je pense que nous devons travailler avec le gouvernement car le Front National est un adversaire commun et que nous l'avons battu ensemble dans les élections. Il faut le battre ensemble par l'action. Et donc il y a des actions communes que nous devons engager. Et nos invités pour en parler ce soir, Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, politologue, professeur de sciences politiques, auteur de nombreux ouvrages, dont L'insécurité culturelle. Nous accompagne également ce soir Emmanuel Rivière, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes sondeur, directeur de l'unité stratégie d'opinion auprès de TNS Sofres. Pierre Aski nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, cofondateur du site d'information Rue 89. Et Guillaume Tabar est là, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors messieurs, avant de réagir à la déclaration de Jean-Pierre Raffarin, Laurent Bouvet, on vous a compris. On lançait hier quasiment en chœur les leaders de droite et de gauche après le coup de semonce, surtout du premier tour. Il s'agissait de montrer qu'ils avaient compris le message. Voilà pour les mots. Est-ce qu'il y aura un déclic? Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme après chaque moment de choc. Vous savez, les journaux titrent le choc régulièrement. Ça avait été fait au premier tour, à la fois le Figaro et l'Humanité, le choc. Bon, mais c'est pas... Voilà, alors, le choc, attention, le Front National qui continue, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, le problème, c'est que, il faut se placer du point de vue des électeurs, ou du point de vue de l'opinion, si l'on veut être plus large encore, c'est que l'habitude a été prise que rien ne se passe. Et donc là, évidemment, l'anticipation va être la même, et on peut malheureusement faire l'hypothèse que rien ne va se passer et qu'il va falloir attendre 2017 et que le véritable choc, ce sera 2017. Et bon, la Ve République, c'est la présidentielle. Et voilà, donc on a passé la dernière station avant le désert, là, jusqu'en 2017. Oui, mais attendez, Pierre Aski, là, on a demandé beaucoup quand même à certains électeurs. On a demandé à certains qui ont le cœur à gauche, des convictions bien ancrées, de voter à droite. Ça peut quand même laisser des traces. En tous les cas, c'est pas évident. Les électeurs, ils attendent des actes en retour, là. Oui, je ne sais pas s'ils attendent des actes des hommes politiques. En fait, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'il y a une partie de la population, en particulier celle qui s'est abstenue, parce qu'il y a eu 2 votes dissidents en France. Il y a celui du Front National et puis il y a celui de ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour, qui sont allés en partie au deuxième tour parce que ils ont estimé que la menace du Front National était supérieure à leur rejet de la politique traditionnelle. Mais je ne suis pas sûr qu'ils attendent grand-chose des partis politiques. Je crois qu'ils n'y croient plus. Et le problème, y compris de phrases comme celle de Jean-Pierre Raffarin, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre de la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui. Or, il y a une partie de la population, et en particulier dans la jeunesse, qui n'en peut plus de cette façon de faire. Nous, on a publié sur le site un échantillonnage des prises de position des électeurs au premier tour, et on a reçu des dizaines et des dizaines de prises de position de non-électeurs, de gens qui expliquaient pourquoi ils n'étaient plus inscrits ou pourquoi ils s'étaient abstenus. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est le dégoût. Dégoût ? Dégoût de la politique et de l'action politique et de la vie politique. Et donc là, il y a la récupération pour redonner le goût aux gens qui aujourd'hui expriment le dégoût.
je ne pense pas que ce soit par des combinaisons d'appareils ou un ravalement de façade qu'on y arrivera. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et je ne suis pas sûr que la classe politique aujourd'hui soit à la hauteur. C'est ce que vous constatez également dans vos enquêtes, vos sondages, Emmanuel Rivière? J'adorerais créer un peu de contradiction et de confrontation avec Laurent et Pierre, mais effectivement, on a hier à peu près 3 700 000 personnes qui se sont déplacées pour le second tour. Et ils l'ont fait autour de la question du Front National. Ils l'ont pas fait pour les partis qu'ils ont choisis. Ils avaient 3 bulletins sur la table, dans le bureau de vote, parfois 2, et ils ont pris celui qui n'était pas Front National. Parce qu'il y a encore quelque chose qui reste un ressort, c'est le Front National qu'on ne veut pas voir à la tête d'un grand exécutif. Et ça, effectivement, on a beaucoup ça dans nos enquêtes qualitatives. Vous savez, ces enquêtes qu'on interroge en entretien ou en groupe. Et les gens qui sont éloignés de la politique nous disent franchement, ce cirque-là, c'est pas pour moi. J'irai pas voter. Ou alors peut-être s'il y a un danger de Front National. Et c'est ça qui s'est passé pour un grand nombre d'électeurs hier. Et c'est ça qui est un petit peu particulier. C'est-à-dire que le Front National a donné le tempo de cette campagne. Comme des deux précédents d'ailleurs. Il est au centre de tous les débats. On en parlait avant, on en parlait au milieu, entre les 2 tours, et on continue à en parler après. C'est lui qui crée les mouvements pour et contre, et qui fait se focaliser toute l'attention, puisque finalement ça a été cette grande question du retrait des Républicains versus le Nini qui a alimenté la campagne. Les régions sont passées complètement à la trappe. Moi, je vous pose un peu la question, vous l'avez compris, Guillaume Tabar, de façon un peu naïve ce soir. Est-ce qu'il y aura véritablement une recomposition du paysage politique français? Elle serait inédite en tous les cas. Manuel Valls l'avait évoqué il y a un certain temps. Il avait parlé de ces plateformes communes. Personne n'y a cru et tout le monde a tout de suite fermé le débat. Oui, mais quand on écoute Jean-Pierre Raffarin, je crois qu'il y a à la fois un vice de forme dans ce qu'il dit et en même temps un aveu d'échec. Le vice de forme, c'est qu'il dit « nous avons battu ensemble le Front National, donc nous allons construire ensemble ». Mais la gauche et la droite n'ont pas battu ensemble le Front National. La gauche, sortant dans ces régions, s'est trouvée à un tel niveau qu'elle ne pouvait pas gagner, qu'elle s'est été reléguée très loin. Elle a fait le choix de se retirer. Bon, et d'apporter ses voix, mais que des voix de gauche aient voté pour Xavier Bertrand ou pour Christian Estrosi ne veut pas dire que ensemble la gauche et la droite l'aient battu. D'ailleurs, Manuel Valls, lui, son scénario, c'était des fusions de listes. Ça n'a pas été possible, donc là, c'est pas une fusion de listes. Bon, donc c'est pas les partis qui ensemble ont battu le Front National, ce sont des électeurs qui ont uni leurs voix, mais comme à chaque élection au second tour, il y a des voix qui viennent du Front National qui votent pour la droite, ou qui votent pour la gauche, ou des voix de gauche qui votent pour la droite. Enfin, voilà, personne n'est propriétaire des voix des électeurs. Ensuite, l'aveu d'échec, c'est que Jean-Pierre Raffarin dit, mais en gros maintenant, il faut être à 2 pour battre le Front National. Et donc, si le seul projet, c'est on n'est pas assez fort, et ben on va se mettre à 2, puis le coup d'après, ils ne seront pas assez forts, ils vont se mettre à 3, à 4, à 5. On ne voit pas l'offre politique qui est faite en retour. Si c'est un syndicat de partis réduits qui se mettent ensemble pour éviter la faillite, c'est pas très mobilisateur pour les électeurs. Donc cette offre, entre guillemets, politique ce soir, elle est contre-productive selon vous, Laurent Bouvet? Oui, elle est contre-productive parce que précisément, ce que disait Guillaume Tabar à l'instant, ce n'est pas une offre, c'est une ligne Maginot. Et ce qu'il advient des lignes Maginot, on le sait. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un moment, soit elle est contournée, soit elle est obsolète, soit il y a toujours un moment où, de toute façon, c'est la stratégie de la guerre d'avant. Et on est dans la guerre d'avant. Les partis politiques font la guerre au Front National comme ils la faisaient en 2002 à Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Là, on n'est plus du tout, on est dans une guerre de mouvement. Le Front National l'a bien compris et le Front National, lui, a une offre politique. Puisqu'on parle d'offre, bon, j'aime pas beaucoup l'expression offre, mais disons offre politique pour simplifier. Son offre politique, c'est de dire, écoutez, regardez-les tous, d'ailleurs ils sont tous contre nous, ça valide cette proposition déjà, ils sont tous contre nous, regardez-les, ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour vous, d'ailleurs vous ne les croyez plus, nous avons quelque chose à vous proposer, ce que nous vous proposons c'est quelque chose d'assez cadré, d'assez fort politiquement, c'est-à-dire en gros de faire correspondre l'identité et la souveraineté, car si nous fermons nos frontières, nous allons pouvoir à nouveau faire de la solidarité, des politiques économiques efficaces, etc., alors que les autres ne peuvent plus parce qu'ils veulent laisser les frontières ouvertes. Bon, je simplifie à grands traits, mais enfin c'est à peu près ça. Voilà, donc tous les discours sur mais ça peut pas marcher, c'est pas ça, c'est pas bien économiquement, etc. Ça ne fonctionne pas puisqu'ils le prennent à l'envers, si vous voulez. Donc ça, là, il y a une impossibilité logique en quelque sorte. C'est même plus politique, c'est logique, quoi. Ce qui s'est passé quand même, qui était, je trouve, très très intéressant, c'est l'attitude de Xavier Bertrand. Parce que voilà quelqu'un
dont on n'attendait pas, enfin, personnellement, qu'il sorte, qu'il émerge de ce débat, et qui dit j'ai touché de près le volcan, et ça m'a changé. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le plateau de France 2 ce soir. Déjà hier, lors de sa hier déclaration. Soir, sa déclaration tout de suite après. Il a été souligné par beaucoup de absolument. personnes. Et je trouve que ce qui est très fort dans ce qu'il dit, c'est que la conclusion qu'il en tire, c'est qu'il se retire des jeux nationaux et qu'il dit je vais m'occuper de la région. Pas candidat aux primaires. Sincère, pas sincère, j'en sais rien. Le fait est que ce qui est intéressant, c'est que sa réponse, elle est d'abord sur un plan éthique. Voilà, j'ai été élu président d'une région, je vais me consacrer au travail pour lequel j'ai été élu et je démissionne de tout le reste. C'est intéressant. Pardonnez-moi, je vais reprendre, oui. Ça va peut-être vous choquer, le mot dégoût. On avait presque l'impression, peut-être que ça va trop loin, mais qu'il avait une forme de rejet par rapport à un système dont il fait quand même partie. Hein. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit. Entre les deux tours, il a dit, mais taisez-vous. Oui. Rappelez-vous à tous les responsables de son parti. Alors, il a dit, taisez-vous. Ça peut être un jeu, effectivement, d'opposer le local au national. C'est un grand classique. Il y avait quelque chose dans son discours qui, moi, en tout cas, m'a frappé c'est la question. Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience, peut-être, Emmanuel Rivière, à ce niveau? Et peut-être pas une rupture, mais en tous les cas, une sorte de déconnexion entre le national et le local où on pourrait faire plus de choses. Beaucoup de gens disent que ça vient des territoires et appellent d'ailleurs la société civile à se servir, à se saisir des territoires pour faire des actions. Mais on fait déjà des choses différemment dans les territoires, et notamment dans les conseils régionaux. Les conseils régionaux, les départementaux sont d'ailleurs des endroits où on expérimente d'autres formes d'alliances, d'autres formes de discussion que celles qu'impose à l'échelon national. En gros, notre élection phare, qui est l'élection présidentielle, qui maintient le principe d'une césure entre la droite et la gauche. Parce que là où effectivement on serait dans une impasse, ce serait de dire, voilà, tous unis contre le Front National et de transformer cette espèce de tripartition c'est ce qu'on entend aujourd'hui, en bipolarité. Ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il y a dans le discours de Jean-Pierre Raffarin, s'il dit on peut discuter avec des patriotes d'ouverture, et il y en a au Parti socialiste, c'est aussi qu'en fait, avec Emmanuel Macron, Jean-Pierre Raffarin a beaucoup de points communs. Et ils sont tous les deux libéraux. Alors il y en a un qui sera social-libéral et l'autre libéral fiscal. Dans la nuance. Oui, mais la présidentielle les forcera. Et la présidentielle, et c'est dans 16 mois. Une des difficultés de notre système politique français, évidemment, c'est que nos institutions imposent une séparation binaire qui passe au milieu d'un pôle qui est à peu près d'accord sur tout. Ça passe entre Jean-Pierre Raffarin et Emmanuel Macron, entre Manuel Valls et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont davantage d'accord entre eux que Emmanuel Macron ne peut l'être avec Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes d'accord avec ce découpage? On a l'air de découvrir qu'aujourd'hui, tiens, il y a des gens à droite qui pensent comme des gens à gauche, inversement, etc. C'est une constante de la vie politique. Souvenez-vous, sous De Gaulle, il y avait des gaullistes de gauche qui ne s'entendaient pas du tout avec Georges Pompidou, qui trouvait être un affreux libéral. On a eu à gauche, on a eu Mitterrand-Rocard, on a eu à droite, même au sein même du RPR, la ligne Juppé-Balladur contre la ligne Séguin-Pasqua. Voilà, et Séguin-Pasqua pouvait se sentir à ce moment-là plus proche d'un Chevènement, et la ligne Balladur-Juppé plus proche d'un Rocard, etc. Bon, donc c'est une constante, mais il y a quand même des traditions politiques qui subsistent. Et puis surtout, ça vient d'être dit, l'élection présidentielle, c'est une élection à 2 tours. Oui. Aujourd'hui, il semble, je ne dis pas acquis, mais probable que l'un des 2 candidats du second tour s'appelle Marine Le Pen. Donc, la question aujourd'hui qui se pose dans ce fameux camp unique dont rêve Jean-Pierre Raffarin, c'est qui du candidat de la gauche, en l'occurrence François Hollande, ou du candidat républicain qui s'appellera ou Nicolas Sarkozy, ou Alain Juppé, ou François Fillon, Bruno Le Maire, va décrocher la 2e place. Donc on voit bien que dans les 17 mois qui viennent, loin de chercher des rapprochements entre eux, ils vont tout faire pour s'opposer. C'est-à-dire Alain Juppé, qui n'est pas vraiment sur une ligne droitière au sein des Républicains, il dit mais je veux imposer, je ne veux plus de François Hollande, il faut qu'on ait une offre qui permette d'incarner l'alternance à François Hollande. Il a bien compris qu'il faut qu'il soit devant Hollande pour se qualifier au second tour, et pas avec lui. La bataille, c'est de savoir qui sera face à Marine Le Pen au second tour. C'est comme si le premier tour de la présidentielle de 2017 était en fait une primaire dans le camp anti-FN. C'est la primaire du camp anti-FN. Voilà. Et c'est à qui réussira le mieux à avoir des alliés pour être le plus haut possible, etc. Le problème, c'est qu'on va avoir un problème systémique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même, je pense, on risque d'avoir, bon tout ça, et on ne fait pas de prévision, mais un ticket d'entrée assez bas, et d'avoir une Marine Le Pen, elle, qui sera qualifiée quasiment d'office. Tout le monde en parle comme si, d'ailleurs, c'est la seule candidate dont on sait qu'elle est déjà
candidate. Exact. Qu'elle sera candidate de tous les On partis. n'a pas beaucoup de doutes sur les autres. hein. Non, mais enfin, Honnêtement, c'est hein. la seule. Et sur elle, on n'a aucun Oui, doute. aucun. Il peut se passer sa nièce qui va lui contester, donc il y a vraiment... Pas encore. On verra la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on est dans la primaire, voilà. Seulement si le ticket d'entrée est bas, ça veut dire que le candidat qui ira contre Marine Le Pen, il aura un ticket d'entrée très bas. A priori, il battra Marine Le Pen parce que, ce que disait Pierre Aski au début, il y a quand même une... Non, c'est vous qui disiez, pardon, Emmanuel Rivière, je suis désolé, qui disait, voilà, il y a quand même encore... On ne veut pas que le Front National arrive au pouvoir, on ne veut pas qu'il exerce le pouvoir. Mais on ne sera pas à 80-20. Non, c'est la barrière du second tour qui est on est à repoussée à chaque si fois. on est à 48-52 ou 49-51 comme dans les présidentielles classiques, qu'est-ce qu'on fait après les législatives qui suivent? D'ailleurs, ce sera peut-être le véritable il y a scrutin encore test 5 pour ans le derrière. Front National, Voilà, ce sera les ennuis législatives. commencent, comme disait l'autre, à partir du premier tour. Ce scénario est compliqué en cas de deuxième tour entre Marine Le Pen et un candidat de gauche. Hollande ou un autre. Oh, là, c'est François parce que là, Hollande, oui, mais parce que là, il y a une partie de l'électorat de la droite traditionnelle qui peut être tentée par rejet des socialistes de voter pour Marine Le Pen. Un quart, vous dites Et là, on arrive effectivement à un deuxième tour qui peut être 52-48. Dans un sens ou dans un autre. Là, on est dans des scénarios de science-fiction politique, mais qui ne sont pas si irréalistes que ça. Je voudrais qu'on entre plus en détail dans les stratégies des uns et des autres. Gauche, Front National et droite. Guillaume Tabar, la droite. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui au bureau politique de la droite. On a vu que Nathalie Kosciusko-Morizet a été écartée. Une question un peu plus générale. Au lendemain du second tour, quand on dit qu'on va retenir les leçons et qu'on voit que Nathalie Kosciusko, d'un côté, Morizet est écartée, et de l'autre, Claude Barthelone va très probablement se maintenir au perchoir. Quelle image on donne de la politique? Alors, elle n'est pas encore écartée. C'est pour ça que j'ai dit... Nicolas Sarkozy a laissé entendre qu'elle changerait. Et ce qui est intéressant, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet, au lieu de dire mais qu'en est-il, on n'informe de rien, ça prend acte par avance. Bon, parce que elle veut construire aussi une posture sur son exclusion. Donc il y a aussi une grande part de communication politique. Ensuite, la rupture, si elle est avérée avec Nathalie Kosciusko-Morizet, est avant tout une rupture de tempérament. C'est pas une question de ligne politique. Il y a un vrai clivage au sein des Républicains. Bon, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est isolée au sein des élus républicains et encore plus auprès des militants. La meilleure preuve, c'est que son fameux vote contre le Nini lors du bureau politique, elle était seule avec Jean-Pierre Raffarin. Vous voulez dire que son poids est presque négligeable au sein du parti aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en gros la ligne Sarkozy contre la ligne NKM. Il y a un débat Sarkozy-Juppé. Elle a quand même reçu le soutien de Juppé tout de suite non, après. Juppé a dit... attendez, Juppé dit l'exclusion, c'est pas des méthodes d'aujourd'hui, etc. Évidemment, chacun va exploiter c'est pas subliminal, c'est assez clair là ce qu'il a dit. Oui, non, mais je veux dire, c'est que à mon avis, si on veut la leçon de ce matin, c'est que plus important que le psychodrame autour de NKM, c'est l'absence d'Alain Juppé au bureau politique. Parce qu'elle veut dire quoi? Elle veut dire que pour Alain Juppé, ça y est, le parti n'existe plus. On est entré dès ce matin dans le temps de la primaire. Alain Juppé, mais aussi François Fillon, Bruno Le Maire, maintenant vont construire leur rapport direct avec l'opinion, leur propre projet. Sarkozy veut faire un projet des Républicains. Juppé, Fillon n'y pensent même pas. Voilà. Le parti, d'une certaine manière, n'existe plus. Donc chacun raisonne, un homme avec le peuple, quoi. C'est le. Voilà. Et surtout, ils veulent enfermer Sarkozy dans la citadelle du parti. C'est le cas, Emmanuel Rivière. C'est votre analyse, parce qu'au lendemain de ce second tour, beaucoup ont dit aussi que l'un des perdants, entre guillemets, parce qu'il y a quand même 7 régions qui ont été quand même qui sont au profit de la droite, que l'un des perdants, c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. En tous les cas, le manque pour le moment de programme et de corpus idéologique du parti. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et sans être dans ses confidences, dont j'imagine que Nicolas Sarkozy espérait qu'il fonctionne, c'est un soutien au second tour d'une partie de l'électorat du Front National en faveur de la droite républicaine, comme cela s'était produit dans un certain nombre, nombreux de villes au municipal, ce qui avait permis à Limoges, à Tourcoing, à Reims et d'autres villes de basculer, parce que là, la logique qui l'emportait au second tour, c'était de se dire, voilà, on est, nous, électeurs du Front National, avant tout opposés au Parti socialiste. Il ne faut pas perdre de vue que les électeurs du Front National préfèrent la droite à la gauche. Or, là, ça ne s'est produit que dans un cas, l'Île-de-France, où les choses... Oui, deux. En Rhône-Alpes. C'est l'une des rares régions où le Front National recule nettement, en moyenne de 3 points. Oui. De manière conséquente. Permet à Laurent Wauquiez d'avoir une avance. Et les deux cas ont en commun qu'il y avait
aucune chance pour le Front National. Il n'était pas arrivé premier d'ailleurs en Rhône-Alpes, il était deuxième, et troisième en Île-de-France. Et là, le vote utile joue. Mais là où il était arrivé premier, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté et dans le centre, ils ont joué dans leur logique jusqu'au bout, ces électeurs du Front National. Ils ont tenté le coup. C'est-à-dire qu'ils ne préfèrent plus à ce point la droite à la gauche. Et ça, c'est très important, ça. Et ça c'est une grosse épine dans le pied du parti, Laurent Bouvet. Ah bah oui, enfin il y en a, c'est un buisson d'épines. C'est on est voilà, sans aucun jeu de mots. Mais donc effectivement, ça fait partie des éléments qui risquent de contrarier, on va le dire de manière un peu euphémisée, la stratégie de François Hollande, qui est de se retrouver seul face à Marine Le Pen pour l'emporter. C'est qui est la seule stratégie qu'il puisse jouer aujourd'hui, compte tenu des difficultés. Celle qu'il joue déjà d'ailleurs. Hein. Et de la faiblesse, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais de la faiblesse des voix potentielles à gauche du Parti socialiste, qui se sont effondrées. On se rappelle pas qu'en 2010, Europe Écologie Les Verts était le 3e parti, après les partis socialistes et l'UMP à l'époque. 3e parti. Il y avait eu également les élections européennes et il y avait cette idée que les Verts, les écologistes pourraient faire jeu égal avec les socialistes, qu'il y a un rééquilibrage au sein de la gauche au début du XXIe siècle, l'avenir, etc. Et les socialistes, d'ailleurs, avaient le même complexe vis-à-vis des écologistes qu'ils avaient eu longtemps dans l'histoire vis-à-vis des communistes, en se disant non mais c'est vraiment eux la vraie gauche, il faut quand même qu'on voyait à Paris, tout le monde se soumettait un peu aux diktats des Verts, pas tellement sur l'environnement mais sur les questions de société. On a vu que ça a quand même beaucoup joué ces 15 dernières années. Or là, on s'aperçoit que c'est la catastrophe, qu'ils sont totalement éradiqués et que le Front de gauche de la même manière, comme l'aile gauche du Parti socialiste, qui dit plus de gauche, encore ce soir, plus de gauche, plus à gauche, etc., parce que les électeurs le demandent. Et là, ça se heurte toujours à un mur. Moi, j'ai toujours vu ça, c'est-à-dire que demander plus de gauche quand les électeurs, quand même, votent à droite ou s'abstiennent, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, votent à droite ou pour le Front National, c'est quand même assez particulier. Moi, ça m'a toujours frappé, parce qu'il n'y a pas de signe aujourd'hui qu'il y a une volonté que la politique soit plus à gauche, comme on dit, très nette dans l'électorat. Pierre Aski. Oui, le vrai problème du Parti socialiste, c'est l'évaporation de son électorat. C'est que ces électeurs ne sont pas partis ailleurs. Ils ont simplement cessé de le soutenir et de voter. Et c'est pareil pour les écologistes ou pour le Front de gauche. C'est un électorat qui a fait un pas en arrière. Et comment on les reconquiert, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que le Parti socialiste aujourd'hui est une coquille vide, son pouvoir d'attraction est proche de zéro. C'était un parti qui avait un enracinement avec une armée de notables, d'élus, de villes, de réseaux, etc. qu'il a perdu d'élection en élection. Et aujourd'hui, si vous avez 30 ans en France, qu'est-ce qui va vous attirer vers le Parti socialiste ? Et le problème, là, il est qu'il faut remettre à plat la manière de faire de la politique. Je pense que la manière dont on revient à la première question qu'on a posée. C'est la question. Et en particulier, je pense qu'il y a quelque chose, surtout chez les jeunes, qui ne passe plus. C'est cette idée que faire de la politique, c'est voter aux élections et qu'ensuite, on s'en occupe plus. Vous déléguez à des professionnels qui n'ont pas toujours un comportement des plus éthiques et ensuite qui reviennent vers vous uniquement à l'élection suivante. Je pense que ça, c'est fini, ça ne passe plus. Et en particulier à l'époque, vous voyez, on a eu la COP quelques jours avant, enfin la veille du scrutin, donc toute cette idée de remise à plat des modes de vie, de l'environnement, de l'économie collaborative, etc. Et la politique serait la seule chose qui ne changerait pas dans notre monde. Ça passe plus, c'est pas possible. Changer, oui, mais changer comment ? Oui, mais le problème, c'est que est-ce que le Parti socialiste est capable de faire cette révolution copernicienne ? Moi, je ne pense pas. Mais et s'il n'en est pas capable, qui le fera à gauche pour incarner cet électorat en déshérence? Eh bien, c'est une belle conclusion. Vous êtes d'accord, Guillaume Tabar, pour terminer? Oui, c'est vrai que le défi est adressé à tous les partis. Tout à l'heure, vous employez, en rejetant pas l'expression de problème d'offre en politique, mais voilà, je crois que ce qui donne envie de voter, c'est quand on a une force politique ou un candidat qui a des intuitions, qui perçoit quelque chose dans la société, dans le pays, et qui laisse... alors après, il y a la déception éventuelle de l'exercice du pouvoir, mais au moins, voilà,
être capable d'apporter un regard nouveau. Et pour l'instant, on ne voit pas tellement ça. On ne le voit pas encore, on le cherche. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse et ce débat. Merci à vous. Il est l'heure de retrouver à présent bien la rubrique du micro trop tard d'Alex Darmon, qui a passé une grande partie de la soirée hier aux côtés de Valérie Pécresse et de ses partisans qui étaient à la fête. J'arrive pas à y aller. J'ai pas fait ce métier pour mourir, hein, perso. Ce soir, le micro trop tard est donc ici en Ile-de-France pour vous faire vivre au plus près la victoire de Valérie Pécresse. Alors bon, ça va être dur, mais je pense que ça va être marrant. Venez. Donc on l'a pas eu encore, hein. On va l'avoir, c'est juste une question de temps, quoi. Vous l'avez pas eu? Non, je l'ai pas eu, non. Valérie, Valérie. Moi aussi, j'avais envie de faire la fête. C'est plus select que le VIP room. Venez, j'ai pris une bouteille. Pardon? Ça y est, on est rentré, la fête est vraiment partie. Allez, wouh! Madame Pécresse, alors, vous l'avez eu cette région? Écoutez, je crois que finalement, le travail paye. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dans la cohue où on a failli mourir deux fois, tous les deux, eh bien, il va falloir surtout agir. À la fois sur l'emploi, à la fois sur les transports, sur le logement, la région. Et bien voilà, au deuxième tour, la force des propositions de Valérie Pécresse a marqué la différence. Vous ne serez pas candidate à la primaire républicaine l'année prochaine? Non, j'ai dit que c'était 6 ans pour les franciliens et je tiendrai parole. C'est long, hein, 6 ans. C'est long, non? Non, c'est pas long, c'est suffisant pour agir et surtout pour obtenir des résultats. D'accord, merci à Mme Douillet qui est juste là. Salut. C'est super. La victoire, ça vous connaît, vous? Oui, mais je suis heureux comme avant parce que c'est une victoire par le travail. Le travail paye. Ah oui, certainement. Ça paye bien même. Bon, c'est une belle soirée pour Paris. Oui. Parce qu'en plus, le PSG a gagné 4 ans. Ah, en plus, bah alors, c'est merveilleux. Un peu surfait, mais c'est pas mal. Allez-y, c'est pas mal. Pardon? Une droite qui gagne. C'est pas la droite qui gagne, c'est la région Île-de-France qui gagne ce soir. C'est pas la droite. Il va y avoir du changement dans cette région et je peux vous dire qu'il y en a vraiment besoin. On se fait le petit frisson quand même en politique, mais ce qui est bien, c'est quand ça fait du bien. Vraiment, Bartolone a perdu le contrôle de ses nerfs. Ce qu'il a dit ces derniers jours lui a coûté sûrement très cher. Un dernier mot pour M. Bartolone ce soir. Non, il a perdu. Il a perdu. J'ai eu peur parce que j'ai cru que vous n'alliez pas venir. Bah, j'étais sur d'autres plateaux télé, je suis désolée, pour je ça. vous ai fait des infidélités. Rassurez-moi, vous n'allez pas quand même déménager le siège de la région Île-de-France. C'était pratique pour moi, pour le public sénat, on était à côté. Ouais, et ben il va falloir que vous appreniez à aller en banlieue. Ça va évidemment vous changer un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, ça va nous changer. Symboliquement, le siège doit quitter le cœur de Paris. On se verra quand même. Merci, on se fera pas de vue. Hein. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Oh bah là, attendez. Moi je pars en Île-de-France. Exactement. Valérie Pécresse sera en avance pour tenir toutes ses promesses. Elle est pas mal celle-là, elle est bien. Voilà, merci Alex Darmon, très informé. Il est l'heure du rappel des principales informations. C'est avec Paul Bouffard, bien sûr. Faire évoluer la manière de gouverner et de faire de la politique. Au lendemain des régionales, Manuel Valls annonce ce soir vouloir mettre en place une conférence des présidents de région. Faire que les régions, quel que soit leur président, mettent le paquet pour la jeunesse et l'apprentissage. Ce sont les mots ce soir du Premier ministre. Du côté de la rue de Solferino, ce soir, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, a fait l'annonce de la création mi-février d'une alliance populaire. Ce nouveau mouvement ne sera pas un nouveau parti, mais une fédération de partis associant les citoyens dans la perspective de la présidentielle de 2017. Pour l'heure, les voix sont discordantes sur une éventuelle inflexion de la politique gouvernementale. Écoutez Martine Aubry, la maire de Lille, et le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume. Cela fait des mois que nous demandons des inflexions de la politique économique. C'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès. Et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique, car c'est bien d'avoir établi la compétitivité des entreprises, mais une inflexion. Non, je ne dirais pas le mot inflexion, parce qu'infléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, c'était pas bon, qu'on fera mieux demain. C'est pas ça le sujet. La politique du gouvernement, on va dans le bon sens. Il faut que nous ayons un discours qui soit compréhensible pour tous les Français, pour toutes les Françaises et tous les Français sur la politique du gouvernement. Beaucoup de mesures ont été prises qui sont peut-être pas assez comprises. Et maintenant, nous allons devoir réfléchir sur le calendrier
de l'année qui vient pour faire en sorte que des mesures symboliques soient prises à destination de tous les Français. Au lendemain du scrutin, réunion des ténors frontistes à Nanterre, l'occasion pour l'entourage de Marine Le Pen de faire le bilan de ces régionales et de se projeter vers l'avenir. Jérôme Rabier. Aucune région remportée, mais un record de voix à la clé. Voici le bilan en demi-teinte du Front National. 6 800 000 électeurs ont voté pour le parti frontiste, mieux que lors de la dernière élection présidentielle. Il n'y a donc aucune raison de changer de stratégie. Je crois que la stratégie elle est bonne puisque M. Hollande nous l'a emprunté au Congrès, tout le monde l'a reconnu. Je crois que de ce point de vue-là, il y a consensus. Donc ce qu'on dit est toujours conforme au diagnostic qu'il faut poser. Mais il faut qu'on explique aux gens qu'ils arrêtent de se laisser embarquer d'abord dans ces compromissions électorales. Après 3 heures de bureau politique, les ténors du parti retournent dans leur fief. Et pour ceux qui s'expriment, une nouvelle étape doit suivre. Créer partout sur le territoire un maillage territorial qui permettra demain de montrer le vrai visage du FN parce que nous avons été caricaturés pendant trop longtemps et le fait d'avoir des gens, des candidats locaux qui se présentent, qui sont connus des habitants, permet aussi de montrer qui nous sommes réellement. Miser sur l'implantation locale, fort de ses 358 conseillers régionaux, voilà le nouveau défi du parti, avec comme objectif de faire encore mieux en 2017. Chez les Républicains, cap sur 2017 et les rivaux à la primaire ont repris leurs hostilités. Nicolas Sarkozy annonce une nouvelle équipe dirigeante en janvier sans Nathalie Kosciusko-Morizet qui a critiqué la stratégie du Nini. Les détails avec Quentin Calmet et Oriane Mancini. Dès janvier, Nathalie Kosciusko-Morizet, actuelle numéro 2, n'appartiendra plus à la direction du parti. En cause, son opposition à la ligne ni retrait ni fusion aux élections régionales. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi je pense que le parti se renforce en débattant et c'est justement de débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. En tout cas, moi je suis très claire, je n'échange pas mes convictions contre une place. Des débats ouverts sur la ligne politique du parti qui doit être discuté les 13 et 14 février à l'occasion d'un conseil national. Depuis ce matin, c'est aussi le bal de la primaire qui s'est ouvert. Bruno Le Maire entend incarner le renouveau quand Hervé Mariton plaide pour les valeurs de la famille. Reste à trancher la date de ces élections internes au parti. Pour les sarkozystes, il faut avancer l'échéance, une proposition rejetée par François Fillon et Alain Juppé. A priori, il n'y a pas de consensus, donc je pense qu'on restera sur le calendrier, mais on en a effectivement débattu. Un calendrier de la primaire crucial pour maintenir l'entente entre tous les prétendants, avec peut-être ce soir également une nouvelle candidate. Voilà pour les repères de l'actualité de ce soir. Tout de suite, c'est le grand entretien. Mon invitée ce soir est philosophe, historienne et essayiste. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages traduits dans plusieurs langues. Je vais citer notamment La pensée égarée, islamisme, populisme, antisémitisme, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe, publié chez Grasset, qui a reçu notamment le prix de la LICRA. Et la semaine dernière, dans le quotidien Le Monde, elle a écrit une tribune remarquée sur les élites françaises, coupée de la réalité. Alexandra Leynel-Lavastine, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci avant de parler de votre livre, que j'ai relu avec plaisir, à la lumière de ce qui s'est passé, quel est votre regard, votre analyse sur ce second tour hier? Sursaut de participation, mais aussi et surtout sursis, dit-on, pour les partis dits traditionnels. Comment vous voyez cela? Écoutez, je pense que l'heure n'est vraiment pas au triomphalisme. Le Front National ne cesse de progresser depuis des années. C'est ça la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et je crois que la réponse à la question comment nous en sommes arrivés là est assez simple. Nous en sommes arrivés là parce que nous autres, politiques, journalistes, faiseurs d'opinion au sens large, nous avons eu très coupablement tendance, au cours de toutes ces 15 dernières années, je dirais, à lui abandonner littéralement le monde. Abandonner, c'est-à-dire le monde et ses réalités déplaisantes. Nous n'avons pas voulu, puisque tout de même une guerre vient de nous être déclarée, il ne faudrait pas qu'une activité chasse l'autre, parce qu'en plus tout est lié. Comment nous lui avons abandonné le monde? En se refusant à nommer l'ennemi, c'est-à-dire l'islamisme, en capitulant devant le communautarisme et tout ce qu'il implique.
de sexisme, d'antisémitisme, de vision totalement rétrograde de l'homme et de la société, parce que nous n'avons cessé aussi donc de laisser en pâture au Front National, en vérité, l'insécurité culturelle et les inquiétudes qui sont légitimes, qu'inspire aux Français un islam qui se radicalise en Europe et partout dans le monde. Il y a des échos en Europe, c'est tout à fait normal. C'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie. Et donc j'ai voulu expliquer dans ce livre, et c'était aussi l'objet de ma tribune, comment, à force de lâcheté et comment, à force de s'enfoncer dans ce véritable déni idéologique du réel, eh bien, nous avons aujourd'hui 15 ans de retard à l'allumage face à la menace islamiste, comme face à la progression du Front National. Alors, on va en parler. Vous allez nous dire comment ça se fait aussi que, on dirait dans votre discours que vous les mettez sur le même plan. C'est une critique froide et sans concession des élites que vous avez délivrées. Élites politiques, élites médiatiques, élites intellectuelles. Pour le dire un peu en résumé, est-ce que vous dites que l'ascension de Marine Le Pen, c'est en partie notre œuvre? Oui, son enracinement, c'est le produit cumulé de nos lâchetés? Je dirais cela, je l'ai dit et écrit dans Le Monde, et ce qui m'a fait le dire aussi, c'est un intellectuel musulman, enfin d'origine musulmane, laïque et démocrate. Je viens, moi, du combat antitotalitaire dans les années 80, qui consistait à soutenir les dissidents d'Europe de l'Est. Eh bien, je pense que les dissidents du XXIe siècle, ce sont eux, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes, il ne faut pas les oublier, qui se battent pour leur liberté comme pour la nôtre, et qui ne cessent depuis 10 ans de tirer la sonnette d'alarme sans qu'on les entende. Je rappelle tout de même que l'intellectuel musulman préféré des plateaux de télévision pendant 10 ans, c'était Tariq Ramadan, alors qu'ils sont remarquablement courageux. Et cet intellectuel me disait quoi au printemps dernier, déjà quelques mois après Charlie? Il me disait un certain nombre d'intellectuels européens progressistes ou qui se croient encore progressistes sont effrayants, ils se comportent comme des collabos envers l'islam radical et l'islamisme, moyennant quoi ils pavent la voie à la droite extrême. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Vous dites, Alexandra Leinel, pardonnez-moi, que certains, notamment la classe politique, vous le dites, ne nomment pas les choses. Mais nous, quand on regarde les débats et sur nos plateaux, combien de fois Alain Finkielkraut, combien de fois Michel Onfray, qui ne veut plus s'exprimer, mais ça c'est de son fait, sont reçus et dit cela? Oui, bien sûr, mais vous savez aussi que jusqu'au 13 novembre, au soir, pour un quotidien comme Le Monde, puisqu'on en parle, il n'y avait pas d'ennemis plus grave, pour la démocratie française que les néo-réactionnaires. Il fallait quand même le faire. Les néo-réactionnaires, c'est-à-dire un certain nombre d'intellectuels que vous invitez, vous, Sonia, sur votre plateau, et d'autres, bien sûr, mais que pendant très longtemps, on a essayé de disqualifier ou de neutraliser par ce qualificatif infamant précisément, et qui ne sont autres que ceux qui ont eu le courage, il y a 15 ans, de nommer clairement l'ennemi, c'est-à-dire l'islamo-fascisme, de dire qu'on avait un problème dans les banlieues et que tout n'allait pas dans le meilleur des mondes multiculturalistes. Vous l'avez entendu ce mot dans la bouche du Premier ministre? Moi, je l'ai entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, islamofascisme, mais plus d'ailleurs. Absolument, mais Manuel Valls a beaucoup de courage. Et d'ailleurs, je rappelle que dans son discours du 13 janvier 2005 déjà, il avait dit très clairement nous ne sommes pas en guerre contre une religion ni contre une minorité, nous sommes en guerre contre l'islamisme, le djihadisme et la haine. Et il a ajouté cette chose que je trouve très belle et très importante, pour que les musulmans n'aient plus honte et pour que les juifs n'aient plus peur. Et il aurait pu ajouter pour que les Français cessent enfin de s'aveugler. Et là, je voudrais dire 2 choses. D'une part, la lucidité des intellectuels musulmans ou d'origine musulmane est souvent beaucoup plus aiguisée. Est-ce qu'on les entend souvent? Est-ce que vous pensez très sincèrement que nous les invitons assez souvent sur nos plateaux? Je ne crois pas. Je trouve qu'on ne relaye jamais assez leurs paroles. Ils nous disent pourtant... Pourtant, on ne cesse de dire, mais parlez, on leur dit aux musulmans, mais parlez, dénoncez ce qui est en train de se passer, démarquez-vous, alors que... Il est évident qu'ils se démarquent de la barbarie. Oui, alors là, je parle des intellectuels. Bon, ces intellectuels disent quoi? Ils disent que le monde arabo-musulman est travaillé par une poussée fondamentaliste absolument dramatique, au cœur même des sociétés. Bon. Que, deuxièmement, il faut absolument que les musulmans eux-mêmes se désamalgament clairement de leurs extrémistes. C'est ce qui implique aussi de sortir de ces slogans absurdes du genre, parce que cela ne suffit pas. Pas d'amalgame, pas de stigmatisation, halte à l'islamophobie. Bon, c'est très bien, tout le monde est d'accord. Mais il faudrait surtout
passer de cet esprit, de cette posture un peu victimaire, cette posture défensive, et renouer, c'est ce que prône d'ailleurs Abdenour Bidar, avec l'esprit de responsabilité et d'autocritique. C'est ce que je dis aussi. Et puis se poser la seule question qui compte vraiment, c'est-à-dire pourquoi le monstre que nous savons, c'est-à-dire l'État islamique et le fondamentalisme musulman en général, a-t-il usurpé le visage de l'islam et non un autre? Sur ce cancer-là, sur quels mots il prolifère? Et la réponse est évidemment sur les mots qui ravagent le monde arabo-musulman. Les mots, lesquels? Les mots, eh bien, écoutez, un océan de dictature plus ou moins sanglante, un alphabétisme dramatique, l'incapacité d'instaurer des démocraties durables, l'oppression systématique de la femme et des minorités. Aussi les guerres, notamment en Irak, celles qui n'ont pas été menées par ces pays-là, mais par d'autres pays aussi, on peut les citer. On sait bien que l'État islamique est l'enfant de la guerre, de l'intervention en Irak. Oui, mais en même temps, il est trop facile, je crois, de toujours faire porter la responsabilité à l'Occident. C'est ce qu'a fait Michel Onfray dans sa déclaration récente, moyennant quoi il s'est retrouvé sur le site de propagande de Daesh, et je pense qu'il y est tout à fait à sa place, quand il est trouve à sa place, encore oui, mais oui, vous vous rendez compte? Oui, bon, écoutez, je mets les pieds dans le plat, ça fait rien. Nous sommes tout de même, enfin, nous avons vécu un carnage parlons sincèrement, sanglant le 13 novembre. La propagande de l'État islamique. Je trouve atterrant qu'après ce que nous venons de vivre le 13 novembre, après toutes les attaques plus précisément qui ont précédé, il se trouve encore un intellectuel français pour dire la France doit cesser sa politique islamophobe alliée sur les États-Unis et pourquoi pas, pendant qu'on y est, sur Israël. Le problème ne vient pas de là. Le problème, c'est l'islamo-fascisme. C'est la radicalisation de l'islam. Là est notre ennemi. Qui utilisent cet islam-là. On est d'accord. Oui, mais en même temps, il l'utilise. Mais sur les mots, soyons-le jusqu'au bout. Je crois que la distinction entre vrai et faux islam n'a pas de sens. Une religion, c'est ce que les hommes en font à un moment donné de l'histoire. Peut-être que je peux vous citer, alors vous serez d'accord, le président François Hollande qui a dit ceux qui ont trahi leur Dieu. Oui, mais en même temps, il faudrait aussi, c'est d'ailleurs ce que les intellectuels musulmans éclairés nous disent du matin au soir, que les musulmans, notamment le responsable musulman français, par exemple, se pose aussi la question de savoir comment il se fait qu'il y a autant de branches pourries dans l'islam qui pourrissent le monde musulman et qui pourrissent le monde. On aimerait bien que cette question soit clairement posée. Il faut une véritable introspection, mais je ne vous ai pas entendu dire depuis tout à l'heure que la clé vient aussi des musulmans, si. Si, bien sûr. C'est ce que vous dites. Ah oui. C'est ça l'essentiel. Oui. Ça vient aussi d'un esprit. Il faudrait que l'islam, que les musulmans eux-mêmes arrivent à réinsuffler une bonne dose de lumière dans un modèle culturel, parce que les causes ne sont pas seulement économiques et sociales. Et là, je crois qu'à répéter cela, cela revient à se tirer à chaque fois une balle dans le pied. Les causes sont aussi culturelles et c'est à cela qu'il faut s'attaquer et c'est cela qu'il faut nommer clairement. Aux élites, Alexandra Leïna-Lavasi, vous dites aux élites stop. Stop à l'aveuglement, stop au somnambulisme, ouvrez les yeux, il en va de votre survie, de notre survie. Oui, il y va de notre survie, il y va de notre capacité à gagner la guerre, et je crois vraiment qu'après Charlie et qu'après les tueries du 13 novembre, la fin de la récréation a sonné. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire dans ce discours politiquement correct, qui s'aveugle sur tout, qui s'enfonce dans une folle spirale du déni, et qui ne fait qu'une chose, c'est faire monter le politiquement abject. C'est en ce sens que je dis qu'une partie de la gauche, je dis bien une partie, non seulement n'a pas fait le jeu du Front National, c'est ce qu'elle reproche aux néo-réactionnaires, mais elle a fait bien pire. Elle a fait campagne à la place de Marine Le Pen, d'une certaine manière. Parce que les gens sont exaspérés par cet aveuglement, et je crois que je pense que c'est une erreur très profonde. C'est pour ça qu'ils se mettent à voter Front National. Et vous dites d'ailleurs que le Front National, quelque part, alors on va très loin, c'est la nouvelle gauche des classes populaires. On a abandonné le travail de terrain et de proximité. Il me semble, et que beaucoup de gens le ressentent comme ça. Ce n'est pas mon avis. Je pense que le Front National est une imposture et qu'il faut le combattre de toutes nos forces. Mais on se retrouve dans une situation un peu délicate, puisque quand on est en guerre, il vaut mieux se battre sur un seul front. Or, nous nous retrouvons à devoir nous battre, de par notre propre faute, sur 3 fronts. Contre l'islamisme, contre un islam qui se radicalise, et le communautarisme où il prospère, notamment dans nos banlieues, contre le Front National, et aussi contre la bien-pensance
c'est-à-dire contre cette xénophilie angélisante qui ne fait qu'alimenter la xénophobie diabolisante. Voilà 4, entre guillemets, luttes que vous venez de citer, mais j'imagine que vous ne les mettez pas sur le même plan. Quel est pour vous, Alexandra Leynel-Lavassine, les principaux dangers pour l'Europe ? Les 2 principaux dangers pour l'Europe. Alors, je ne mets pas le danger frontiste sur le même plan que le danger islamiste. Les islamistes... On l'a entendu parfois, hein, c'est pour ça que Non, pas du tout. Les islamistes, pas de votre part, islamistes tuent, massacrent, mais il faut bien comprendre aussi que ce ne sont pas ni des loups solitaires, ni des déséquilibrés, ni une poignée de psychopathes, comme on a tellement aimé se le répéter pour se rassurer, ni des victimes du racisme et des discriminations, parce que cela revient à inverser de culture de l'excuse. Pas de culture de l'excuse, elle frise vraiment la décence. Cette culture de l'excuse, maintenant, consiste vraiment à cracher sur les victimes, à cracher sur les morts, et en plus, à cracher aussi sur les vrais pauvres et sur les vrais défavorisés. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas faire autrement que de tuer son prochain. J'aimerais bien qu'on les respecte aussi un peu. Ce discours-là me paraît d'une condescendance, pour le coup, post-coloniale, absolument insupportable. Donc, je ne les mets pas sur le même plan, d'autant que le Front National joue le jeu démocratique. Bon, l'islam, pas du tout. Et il est animé par un projet de société, et ça, je crois que c'est très important de le dire. Notre ennemi, c'est une idéologie totalitaire et meurtrière, animée par un projet de société et par un projet de conquête et de destruction de l'Europe. Donc ce n'est pas sur le même plan, mais la logique est celle de l'engendrement. Et vous appelez au réveil des élus. Voilà. Plus on s'aveugle, plus on sert la soupe, d'une certaine manière, au Front National. Et ce n'est pas la peine, à chaque scrutin, puisqu'elle progresse chaque fois inéluctablement jusqu'à présent, de pousser des i et des a et de se demander comment on en est arrivé là. Et de titrer sur le choc. En tous les cas, je conseille vraiment aux téléspectateurs, parce que vous lancez le débat, qu'on soit d'accord ou pas, Alexandra Leynel-Lavassine, vous lancez le débat, et c'est à relire. Le voici, La pensée égarée, islamisme, populisme, antisémitisme, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe. Vous avez eu avec ce livre, les penchants, pardon, vous avez eu avec ce livre le prix de la LICRA, c'est bien ça. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Céline. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, vous le savez, c'est le zapping de Public Sénat à présent. On n'a pas gagné de région et pour cause, l'ensemble du système s'est braqué. Je qualifie ça même de braquage républicain puisque quelque part, c'est l'ensemble d'un conglomérat de l'ensemble des partis, 8 partis, UMP, PS, Verts, etc., qui se sont rassemblés contre le Front National. C'est un seul contre tous. Si nous avons gagné l'Île-de-France, par exemple, c'est la ligne que je porte avec d'autres, qui est celle de la droite forte, qui est c'est-à-dire une droite assumée, fière de ses valeurs, fière d'être patriote et fière d'être une droite républicaine intransigeante. Si nous faisions comme si rien ne s'était passé, nous serions effectivement très à côté de la plaque. Et alors ça veut dire quoi, et donc, ça très concrètement? Ça suppose, comme l'a demandé hier soir Jean-Christophe Cambadélis, qu'il y ait une inflexion dans la politique gouvernementale qui est conduite aujourd'hui. Bien évidemment, cela fait des mois que nous demandons des inflexions de la politique économique. C'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès. Et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique, car c'est bien d'avoir établi la compétitivité des entreprises, mais une inflexion pour qu'il y ait des commandes, des investissements, un peu plus de pouvoir d'achat. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec plaisir, bien sûr, pour nos débats, décryptages et entretiens. À noter aussi vos autres rendez-vous. Demain, c'est Territoire d'Info avec Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. À demain donc, belle et douce fin de soirée. En notre compagnie.